Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, pour tous les gens grossiers de Jack Ritchie. Quel âge avez-vous ? Lui dis-je. Il ne quitte pas des yeux le pistolet que je tiens. Écoutez, monsieur, il n'y a pas grand-chose dans le tiroir caisse, mais prenez tout, ce serait pas d'histoire. Ce n'est pas votre argent qui m'intéresse. Je veux savoir quel âge vous avez. 42 ans ? Répond-il étonné. Quel dommage. Vous auriez encore pu vivre 20 ou 30 ans si seulement vous aviez été poli. Il ne voit pas du tout où je veux en venir. Je vais vous tuer, dis-je. Je vais vous tuer à cause du timbre et à cause du sucre d'orge. Il ne sait pas ce que j'entends par le sucre d'orge, mais pour le timbre, il est au courant. La panique envahit son visage. Mais vous êtes dingue, vous pouvez pas me tuer simplement à cause de ça. Si, je peux. Et j'appuie sur la détente. Lorsque le docteur Dust me dit que je n'ai plus que 4 mois à vivre, je suis, bien entendu, bouleversé. Vous savez, je préfère prévenir mes malades. Ils peuvent ainsi mettre un peu d'ordre dans leurs affaires et faire quelques folies, si l'on peut dire. Le docteur Dust attire à lui un dossier cartonné rouge fermé par une ficelle. Et puis, j'écris un livre. Mais dites-moi, qu'avez-vous l'intention de faire du temps qui vous reste? À brûle-pourpoint, il m'est difficile de vous répondre, docteur. Ça ne fait que quelques minutes que je suis conscient de cette situation. Bien sûr, dit le docteur Dust. Bien sûr, ça ne presse pas. Mais quand vous aurez pris votre décision, vous seriez gentil de me prévenir. Mon livre traite des choses que font les gens avec le temps qui leur reste à vivre quand ils connaissent exactement le jour de leur mort. Il écarte le dossier cartonné rouge. Venez me voir d'ici 2 à 3 semaines. De cette façon, nous pourrons mesurer les progrès de votre déclin. Il m'accompagne jusqu'à la porte. J'ai déjà parlé de 22 cas similaires aux vôtres. Son regard paraît plongé dans l'avenir. Vous imaginez quel best-seller ça va faire? J'ai toujours vécu une vie neutre. Non pas stupide, mais neutre. Je n'ai rien apporté au monde, enfin, je pense que beaucoup de gens sont dans mon cas. D'un autre côté, je n'ai rien enlevé au monde non plus. Bref, j'ai toujours cherché à ce qu'on me laisse tranquille. La vie est déjà assez difficile comme ça pour qu'on ne se mêle pas des affaires d'autrui. Que peut-on faire des 4 mois qui vous restent d'une vie neutre? J'ignore combien de temps j'ai marché en réfléchissant à cette question, mais j'ai fini par me trouver aux abords d'une fête foraine. À l'entrée principale, un contrôleur avachi règne sur la foule de son box surélevé. Devant moi, un homme au visage détendu qui accompagne 2 petites filles lui tend plusieurs rectangles de carton qui paraissent être des tickets de faveur. Le contrôleur parcourt du doigt une liste imprimée. Son œil se durcit et il regarde d'un air mauvais l'homme avec ses enfants. Puis, lentement, délibérément, il déchire les billets de faveur en petits morceaux qu'il laisse tomber par terre. « Pas valable, monsieur !» lui dit le contrôleur. « Mais je ne comprends pas, » dit l'homme en rougissant. « N'avez pas laissé les affiches exposées !» réplique le contrôleur d'un ton sec. « Tant pis pour vous !» Les petites filles lèvent les yeux vers leur père, surprises. « Est-ce que papa va répondre au monsieur ?» se demande-t-elle silencieusement. Le père ne bouge pas et le blanc de la colère s'étale sur son visage.
Il paraît sur le point de dire quelque chose, mais son regard va vers les enfants. Il ferme les yeux un éclair de seconde, puis se tourne vers elles. Allez, venez les enfants. Le petit groupe regagne le portail d'entrée et s'éloigne. Je m'approche du contrôleur. Pourquoi avez-vous été aussi dur? Il baisse les yeux vers moi. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Justement, ça a beaucoup d'importance pour moi. Il m'observe avec irritation. Parce qu'il n'a pas laissé les affiches. Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça veut dire, il n'a pas laissé les affiches? Il soupire comme si ça lui coûtait de l'argent. Écoutez, on envoie un gars dans la ville 2 semaines avant la venue du cirque. Il laisse des affiches qui annoncent la représentation partout où il peut. Dans les supermarchés, les cafés, les boulangeries, etc. Chez tous les commerçants qui acceptent de les mettre dans leur vitrine et de les y laisser jusqu'à ce que la foire arrive. En échange, il leur donne 2 ou 3 billets de faveur. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que nous vérifions. Si les affiches ne sont plus là quand nous arrivons en ville, les billets de faveur n'ont plus aucune valeur. Oui, je vois, dis-je. Et c'est pour ça que vous avez déchiré les billets devant ces enfants, seulement parce que cet homme a enlevé les affiches de sa devanture un peu trop tôt. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire puisque ces billets n'ont pas de valeur? Oui, effectivement, vu comme ça, c'est vrai que ça ne change rien. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous avez été cruel avec cet homme. Vous avez humilié un père devant ses filles. Vous lui avez infligé une blessure dans son amour-propre qui restera gravée en lui et en elle pour toujours. J'ai déchiré les billets de faveur, bah oui, et alors? Il avait qu'à acheter d'autres billets? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes inspecteur de la ville? Non, je ne suis pas inspecteur de la ville. Mais vous pensiez vraiment qu'il allait acheter des billets après s'être fait humilier par vous? Vous ne lui avez laissé aucune chance. Il ne pouvait pas acheter de billets, et devant les enfants, il ne pouvait pas provoquer une scène qui aurait été parfaitement justifiée autrement. Il ne pouvait que partir avec ces 2 petites filles qui rêvaient de voir un cirque, et qui maintenant sont privées par votre faute. Vous auriez pu au moins dire, je ne sais pas, désolé monsieur, mais vos billets ne sont pas valables. Et puis, vous auriez pu lui expliquer poliment et tranquillement pourquoi. Si vous voulez savoir, on ne me paye pas pour être poli. Et puis je vais vous dire, monsieur, déchirer les billets de faveur, j'adore ça. Et maintenant, faites-moi le plaisir d'aller voir ailleurs avant que je descende de là et que je vous vide. Compris? Oui. C'est un homme cruel. Un animal bipède qui ignore sentiments et sensibilité et qui passera sa vie à faire du mal aux autres. C'est une créature à éliminer de la surface de la Terre. Je regarde encore un moment ce visage torve, puis je tourne les talons et quitte la fête. Je prends un autobus et je me rends dans le quartier des magasins de sport, 37e rue. J'achète un pistolet de calibre 32 et une boîte de cartouches. Pourquoi ne commettons pas de meurtre? Est-ce parce que nous ne trouvons pas de justification morale suffisante à un acte irréversible? Ou alors, est-ce que c'est parce que l'on craint les conséquences de ce geste sur son entourage? Mais ce n'est pas moi que ça concerne, puisque je n'ai ni famille, ni proches, et qu'il ne me reste que 4 mois à vivre. Lorsque je reviens, le soleil est couché. Les lumières de la fête brillent de tout leur feu. Je jette un coup d'œil dans l'allée principale. Le contrôleur s'apprête à quitter son box et laisser sa place à un autre contrôleur. Il allume une cigarette et part tranquillement. Je le rattrape dans un tournant masqué par des buissons. L'endroit est désert. Il entend le bruit de mes pas et se retourne. Dans quelques instants, vous apprendrez ce que j'ai à dire à cet homme si désagréable.
sourire crispé apparaît sur ses lèvres et il se frotte les jointures d'une main. Vous l'aurez cherché, monsieur. Ses yeux s'élargissent quand il voit mon pistolet. Quel âge avez-vous, monsieur? Lui dis-je. Ses paupières battent nerveusement. 32 ans? Je secoue la tête. Vous auriez pu vivre jusqu'à 70 ans. Peut-être encore 40 années de vie si, simplement, vous aviez pris la peine d'agir en être humain. J'appuie sur la détente. Le contrôleur vacille et s'effondre, mort. Je m'assois sur un banc à proximité et j'attends. 5 minutes. 10. Personne n'a donc entendu le coup de feu. Je prends soudain conscience que je n'ai pas mangé depuis midi. L'idée d'être interrogé pendant plusieurs heures dans un commissariat sans avoir mangé m'est insupportable. Je sors un petit carnet de ma poche et écris « On peut pardonner un mot dit en l'air, mais une vie d'impolitesse cruelle, on ne peut pas pardonner. Cet homme a mérité de mourir. » J'ajoute mes initiales, je déchire la feuille du petit carnet, la plie en 4 et la glisse dans la poche du contrôleur mort. Je ne rencontre personne quand je gravis le sentier pour aller me restaurer chez Wechsler. Normalement, les prix ne sont pas à ma portée, mais je pense que les circonstances m'autorisent cet extra. Je décide ensuite de faire une balade nocturne en autobus. Autant profiter de ma liberté de mouvement tant que je le peux. Le chauffeur est un homme impatient et visiblement il considère les passagers comme des ennemis. À la 68e rue, une femme fragile aux cheveux blancs attend sur le trottoir. À contre-cœur, le chauffeur immobilise son véhicule et ouvre la portière. La vieille dame sourit et adresse un signe de tête aux autres passagers en mettant le pied sur la première marche. « Eh ben, il va vous falloir combien de temps pour monter ?» lance le chauffeur d'une voix brusque. Elle se hâte et lui tend un billet de 5 $. Vous pouvez pas vous arranger pour faire la pointe, non? Alors qu'elle cherche sa monnaie, le chauffeur démarre brutalement et la vieille dame manque de tomber. Elle se raccroche de justesse à une poignée. Son visage est pâle. Sa soirée est gâchée, sans doute qu'elle y repensera longtemps. Et à chaque déplacement en autobus, elle craindra de tomber sur le même employé irascible. Je suis le seul voyageur à bord quand le chauffeur atteint le terminus. Il jette un coup d'œil à sa montre et allume une cigarette. Je me lève et vais vers lui. Vous avez quel âge? Ça vous regarde pas, me répond-il en me fixant méchamment. Environ 35-40 ans, je suppose. Vous en auriez eu encore 30 devant vous, sinon plus. Je sors le pistolet. Il lâche sa cigarette. Prenez l'argent, dit-il. L'argent ne m'intéresse pas. Je pense à la vieille dame de tout à l'heure, à tous ces gens bons et inoffensifs, à votre cruauté envers eux. Vous êtes un criminel. Rien ne justifie ce que vous leur faites. Rien ne justifie votre existence. Je m'assois et j'attends 10 minutes. Personne ne vient. Je suis toujours seul avec le cadavre. Je me rends compte tout à coup que j'ai sommeil, terriblement sommeil. J'aurais peut-être meilleur compte à me rendre à la police après une bonne nuit. Donc, j'écris les raisons qui m'ont poussé à supprimer cet individu sur une feuille que j'arrache de mon carnet. Je signe de mes initiales, je plie la feuille et la glisse dans la poche du cadavre. Je marche jusqu'à ce que je rencontre un taxi qui me dépose chez moi. Je dors profondément. Mes rêves sont calmes, inoffensifs.
Je ne me réveille que le lendemain vers 9 heures. Après une douche et un petit déjeuner copieux, je décide de passer la matinée à mettre de l'ordre dans mes papiers. Et puis, je décide de dresser la liste des gens à qui j'ai eu affaire durant ma vie et qui se sont montrés peu civilisés. L'institutrice qui m'avait puni injustement. Mon premier patron qui s'était moqué de moi peu après m'avoir embauché. L'épicier qui n'aimait pas que je mette du temps à choisir des bonbons. Un gardien de parking aimable comme une porte de prison. Je cherche leur adresse dans l'annuaire. Vers 12h30, je décide d'aller manger dehors. Je rentre dans une pizzeria. Au bout de 10 minutes, la serveuse interrompt sa conversation avec le caissier et s'avance vers ma table. Qu'est-ce que vous voulez ? Me demande-t-elle d'un ton un peu sec. Je commande un ossobuco. Je mets un certain temps à identifier les petits morceaux de viande qui nagent dans la sauce rouge. En cherchant à prendre ma cuillère, je la fais tomber accidentellement par terre. Mademoiselle, ça vous ennuierait de m'apporter une autre cuillère, s'il vous plaît ? Furieuse, elle s'avance vers ma table et m'arrache des mains la cuillère tombée. Vous avez la tremblote ou quoi ? Elle va au casier à couvert et s'apprête à déposer brutalement une autre cuillère sur la table. Mais une pensée soudaine modifie l'expression dure de son visage. Le geste de son bras s'atténue et quand la cuillère finit par toucher la nappe, c'est très doucement. Désolé si je me suis montré un peu sèche, monsieur, dit-elle avec un petit sourire. C'est une excuse et je me montre aimable en retour. Non, je vous en prie, mademoiselle. Non, je veux dire, vous pouvez laisser tomber toutes les cuillères que vous voulez, j'irai volontiers vous en chercher d'autres. Merci, mademoiselle. N'êtes pas froissé, monsieur, reprend-elle avec insistance. Non, mademoiselle, pas du tout. Lorsqu'elle me quitte, le caissier la regarde avec de grands yeux et elle anticipe son commentaire à coup sûr moqueur. On sait jamais à qui on a affaire, hein. Mieux vaut être poli avec les temps qui courent. Le docteur Dust a terminé son examen et je suis en train de me rhabiller quand il me demande... Alors, comment avez-vous décidé de passer les derniers mois qui vous restent ? Je préfère rester évasif, ce qui le déçoit. Vous devriez y penser, vous savez. Ensuite, vous aurez des regrets. On meurt tous un jour ou l'autre et c'est bien de s'y préparer. Un journal traîne sur son bureau. Tandis que je boutonne ma chemise, il y jette un coup d'œil. Ah, le tueur semble assez occupé, on dirait. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que les gens écrivent au journal pour signaler au meurtrier le nom de personnes fort désagréables. C'est compréhensible, docteur. Il y a tellement de gens grossiers, vous ne trouvez pas ? Je vais me procurer moi aussi ce journal. Le plus drôle, reprend le docteur, c'est qu'une vague de politesse a envahi la ville. J'ai enfilé mon pardessus et le docteur me tend la main. Au revoir, cher ami. Et n'oubliez pas de penser à ce que je vous ai dit. Organisez vos derniers temps de rémission. Revenez me voir dans une quinzaine de jours. Il est près de 22 heures quand je quitte le docteur Dust. Je me dirige à travers les rues désertes vers l'arrêt d'autobus. Comme je tourne dans Midland Line, j'entends un coup de feu. J'aperçois un homme de petite taille, armé d'un pistolet et penché sur un homme étendu. Je baisse les yeux vers le cadavre et ne peux retenir un cri d'étonnement. Oh, mon Dieu! Un agent de police. Le petit homme hoche la tête. Oui, ce que j'ai fait peut vous sembler excessif, mais vous comprenez, il utilisait un langage que je ne pouvais absolument pas accepter. Je suis tellement surpris que je ne peux émettre aucun son. Voyez-vous, monsieur, j'ai garé ma voiture devant cette bouche d'incendie. Oh, absolument par distraction, je vous assure. Et cet agent m'attendait lorsque je suis revenu. En plus, j'ai oublié mon permis de conduire. Eh bien, au lieu de me remettre simplement une contravention,
Il a fait des remarques désobligeantes sur mon intelligence, sur mon acuité visuelle. Il a même laissé entendre que j'avais volé la voiture. Vous vous rendez compte? Oui. Je n'ai pas de mal à imaginer l'humiliation que le petit homme a ressentie devant l'agent de police. Je regarde le pistolet qu'il tient dans la main. Je l'ai acheté aujourd'hui. J'avais l'intention de m'en servir contre le syndic de mon immeuble, quelqu'un de terriblement désagréable. Reprend le petit homme. Oui, je comprends, lui dis-je. Ces gens-là sont en général de la pire espèce. Le petit homme soupire. Mais maintenant, je suppose que je vais être obligé de me constituer prisonnier. Je réfléchis à la question tandis qu'il m'observe. Il s'éclaircit la gorge. Ou peut-être devrais-je seulement laisser un petit mot? Vous savez, j'ai lu dans le journal que Je lui prête mon carnet. Il écrit quelques lignes, signe de ses initiales et dépose la feuille pliée en 4 entre 2 boutons de la veste de l'agent. Il me rend mon carnet. Il va falloir que j'en achète un, moi aussi. Il ouvre la porte de sa voiture. Est-ce que je peux vous déposer quelque part, monsieur? Non, merci, monsieur. Vous êtes infiniment aimable, mais la soirée est belle. Je préfère marcher. Quel type sympathique, me dis-je en le quittant. Quel dommage qu'il n'y en ait pas davantage comme lui. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion, avec aujourd'hui Pour tous les gens grossiers de Jack Reacher.